Ils m'ont dit, quand j'étais jeune, que je pouvais pas enfanter, et que rien ne pouvait y remédier. Aucune thérapie, aucune consolation, rien. Ils m'ont juste donné l'information avec son lot de désespoir. Ils n'avaient pas à me voir pleurer la nuit. Toutes les nuits, pendant des années. J'ai gardé tout ça enfoui au fond de moi, me haïssant mon échec, haïssant cette partie de moi qui ne fonctionnait pas, haïssant la jalousie que j'éprouvais envers toutes les femmes qui avaient le don, et qu'elles ne l'utilisaient pas. Je devais tenter quelque chose, n'importe quoi. Il n'a pas fallu longtemps avant que je commande des médicaments pour la fertilité sur le net. Climiphen, GnRH, diethylbestrol. Je les ai tous pris. Puis j'ai dû chercher du sperme. Ce n'était pas si difficile à obtenir. Quelques petites annonces sur Craigslist, quelques photos envoyées par ici, par là, et enfin une rencontre. 1 heure plus tard, j'avais un préservatif rempli de ce que j'avais besoin. J'ai donné aux médicaments 1 semaine, le temps qu'ils agissent, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ils me donnaient des vertiges et des nausées. Le prix à payer, j'imagine. Ensuite, je devais injecter le sperme à l'intérieur de mon corps. J'ai eu plusieurs coups d'essai. Je visais là où je pensais trouver les ovaires. J'ai pensé qu'une grossesse extra-utérine était quand même une grossesse. Et peut-être que les docteurs pourraient remédier à ça si c'était un souci. Entre mon automédication et le rassemblement du matériel, je m'endormais en imaginant un bébé. Mon bébé. Tout chaud et doux sur mes genoux. Un tout petit paquet de chaleur, capable de faire fondre la froideur au centre de mon être, de mon identité. Une vie précieuse, qui m'aimerait autant que je l'aimerais. Mes mains parcourant mon ventre. Et je rêvais d'une vie qui grandissait à l'intérieur. Je jure, je pouvais presque sentir son coup de pied. Me réveiller de ces rêves m'apportait une raison d'être renouvelée et un nouveau sentiment de désespoir. C'est le dernier en date qui a menacé de mettre totalement fin à ma quête. L'appel du sommeil éternel avec l'espoir que mon bébé me rejoigne était trop tentant pour passer à côté. Réouvrir d'anciennes cicatrices sur mes bras et mes jambes n'a pas beaucoup aidé à faire taire cette voix. Je devais arrêter d'attendre. Les aiguilles étaient grosses et longues, et le contenu était froid, ce qui était logique vu qu'il venait du frigo. Cette semaine-là, j'avais été avec 30 hommes. Mon corps me faisait mal, et je n'avais plus une once d'estime de moi. Mais ils m'ont donné ce que j'avais besoin. Je me suis injecté de tout durant toute la journée. Mon corps n'était plus qu'un trou béant, une épave, et les médicaments me donnaient encore plus le tournis que jamais. C'était très difficile d'écrire ce texte, avec le cerveau embaumé, mais ça vaudra le coup une fois que tout aura fonctionné. Quand ça marchera, j'aurai un beau bébé, né de mes propres efforts, un bébé qui sera choyé, un bébé à qui on ne pourra pas dire qu'il ne peut pas suivre ses rêves, juste parce que c'est un garçon. Quand j'étais enfant, il y avait cette femme qui affirmait pouvoir communiquer avec les anges. Elle racontait beaucoup d'histoires, mais il y en avait une qui avait retenu particulièrement mon attention. Elle disait que c'était un ange qui lui avait raconté ça. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant de malheur sur Terre? C'est une question qui revient à chaque fois, mais elle est hors sujet. Toute chose doit avoir un équilibre. La lumière et l'ombre, le bien et le mal. Sans l'un, l'autre ne peut exister. Si c'est vrai, alors Dieu ne fait rien pour combattre le mal. Ça pourrait être la question qui se pose alors. Bien sûr qu'il combat le mal. Il y a un ange, D'Artalian, qui erre sur terre et illumine le mal là où il se trouve. Il tue des êtres dont nous ne voudrions même pas connaître l'existence. Il les détruit afin que nous puissions dormir paisiblement. Nous, les humains, n'avons aucune idée de combien d'entre nous vivent grâce à lui. Mais qu'en est-il de Staline, Hitler, Ted Bundy, Jack l'Éventreur? Eh bien, ce sont la minorité de ceux qu'il faut laisser vivre, pour l'équilibre. Ceux détruits par D'Artalian sont ceux bien trop horribles et vils pour vivre dans notre monde. Ce qui est drôle, c'est que je parierais que vous n'avez jamais entendu le nom de D'Artalian dans les textes religieux. Mais je pense quand même que vous le connaissez. On a un autre nom pour le désigner. Syndrome de mort subite du nourrisson. Quand j'étais petite, j'avais très peur du monstre sous mon lit, un peu comme les croque-mitaines. Oui, mais ce n'était pas totalement la même chose.
Mes parents l'appelaient le voleur d'innocence. J'en avais extrêmement peur. Mais je n'aurais pas pu vous le décrire, car je ne l'ai jamais vu. J'étais une petite fille très sage, et pour cause. Mes parents se servaient de ma peur pour me dissuader de faire des bêtises, ou bien de m'obliger à leur obéir. Ne mets pas tes doigts dans ton nez, sinon le voleur d'innocence passera te voir ce soir. Finis tes brocolis, sinon le voleur d'innocence passera te voir ce soir. Il me mettait en garde contre lui, mais me voyant paniquer, il me donnait toujours les mêmes conseils. Si le voleur d'innocence passe te voir, il ne faut pas que tu fasses de bruit. Cache-toi les yeux avec les mains, et ne bouge pas. Comme ça, il partira aussi vite qu'il est venu. Et bien sûr, je n'étais pas parfaite. Le moment où je faisais des bêtises arrivait toujours tôt ou tard, malgré les avertissements de mes parents. Et c'est comme ça qu'il m'a rendu sa première visite. Je m'étais couchée un soir où j'avais fait tomber le vase préféré de ma mère. Je dormais, et j'ai été réveillée par quelques coups violents sur mon lit. Puis des grognements et des rires. Je voulais partir à toute vitesse, mais je me suis souvenue des conseils de mes parents. Ne pas crier, ne pas bouger, me cacher les yeux, et c'est ce que j'ai fait. Puis je l'ai senti sortir de sous mon lit, et se glisser dessus. J'étais terrorisée, je pleurais, mais je continuais à ne pas bouger. J'ai senti sa langue parcourir mon corps, j'ai senti ses doigts me caresser les cheveux, puis parcourir mon corps, jusqu'à ce qu'il s'arrête à mon autre jambe. Mais je voulais qu'il parte, j'avais mal. Alors j'ai continué de fermer les yeux jusqu'à ce qu'il s'en aille. Le lendemain, j'ai expliqué ce qui s'était passé à mes parents. Ils m'ont répondu que c'était parce que j'avais fait des bêtises et qu'ils m'avaient prévenu. Cela a duré jusqu'à mes 10 ans. J'évitais au maximum de faire des bêtises, mais pour certaines, je n'y pouvais juste rien. Et à chaque fois, le voleur d'innocence me rendait visite la nuit. La chose bizarre, c'est que dans la semaine qui suivait sa visite, mes parents m'offraient un beau cadeau, ou bien m'emmenaient à Disneyland, ce qui rendait en quelque sorte les passages du voleur moins insupportables. Mais, comme je l'ai dit, je n'ai plus eu de visite de ce monstre après mes 10 ans, malgré mes nombreuses bêtises. J'en étais enfin débarrassée, mais pas ma petite sœur, à qui mes parents donnaient les mêmes avertissements qu'ils m'avaient donnés à propos de ce voleur d'innocence. Après avoir eu 16 ans, ayant un peu appris de la vie, j'ai commencé à me douter que cette histoire n'était que du pipeau, et que je subissais des attouchements, sûrement de la part de mon père. Mais comme vous vous en doutez, aussi, depuis le début de l'histoire. Pour ne pas que ma sœur ait à subir la même chose, j'ai décidé de tendre un piège à mon père, et de tout filmer, pour ensuite aller voir la police. Ce jour-là, j'avais demandé à ma sœur de faire exprès de renverser un verre d'eau sur la console de mon père, ce qui lui a valu une fessée mémorable. Mais, le soir venu, je m'étais installée dans le placard de la chambre de ma petite sœur avec ma caméra. Comme prévu, quelqu'un est entré quelque temps après et s'est glissé sous son lit. Mais je n'ai pu voir de qui il s'agissait dans le noir. Mais une fois sorti de sous le lit, et il a allumé son portable pour filmer ses actes. Ma sœur avait la même position que moi, les mains devant ses yeux, et ne voyait rien. Mais moi, je l'ai reconnu. Ce n'était pas mon père. C'était Ed, notre voisin. Il était sur le lit, et lui faisait des attouchements. Je pouvais sortir à tout moment et mettre fin à ses actes. Mais il aurait sûrement détruit ma caméra, et les preuves avec. J'ai beaucoup pleuré silencieusement, mais j'ai tenu bon. Et peu de temps après, il est enfin sorti de ma chambre, et ma sœur s'est endormie. J'avais enfin les preuves pour faire cesser ces atrocités. J'étais quand même rassurée que le monstre n'était en fait pas mon père, mais le voisin. Après tout cela, on allait enfin pouvoir continuer notre vie de famille, sans cette abomination qui pesait sur nos vies. Mais ma joie est vite retombée quand je suis passée par le salon pour me rendre dans ma chambre. Mes parents étaient en compagnie de notre voisin, cet ignoble pédophile. J'ai pensé qu'il avait prétexté à aller aux toilettes pour aller voir ma sœur. Mais c'était autre chose. Il avait les billets dans la main et les a tendus à mes parents en disant « Bon, 300 comme d'habitude, appelez-moi pour la prochaine. »